Ah ben bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 15 sur la restauration de la Williams Terminator 2. Bienvenue à tous. Alors, si on se rappelle un peu ce que j'ai eu à faire hier, j'avais fini d'installer les kits de flipper. J'ai commencé à installer les LED un peu partout. J'ai restauré les deux kits de slingshot qui étaient, oh my god, ils étaient dans un état pitoyable. Et on veut que ça bounce. J'ai refait le kicker ici, ça c'est clean. Et bien sûr aussi, j'ai tout reconditionné. En fait, j'ai réparé le problème du hack qui avait été causé par un opérateur autrefois. Alors ça maintenant, ça va éjecter la bille parfaitement. Puis l'autre truc que j'avais aussi nettoyé, c'est le petit bar de jack comme ça, que je ne peux pas positionner tout de suite. Alors, on continue la progression pour aujourd'hui. Comme hier, justement, j'ai fait les 3 targets ici. Et puis, je suis rendu à faire ceux-là, c'est-à-dire, quand je dis les faire, c'est les changer avec des nouvelles. Et puis, on met les autocollants dessus. Et puis, par la suite, il y a toutes les lumières ici qui vont être changées. Donc, je vais commencer ça mollo ce matin. Lumière, lumière, lumière. On va faire les lumières. Ce board-là qui est le transistor de gestion pour le canon, je l'ai déjà reconditionné dans les premiers vlogs lorsque je cherchais à débugger le problème du gun. Alors le transistor ici a déjà été changé le condensateur, les connecteurs sont bons. Ce qui va être quand même assez charnu et costaud aujourd'hui. Donc, vraiment le big, ça va être les 3 pop bumpers, le vertical up kicker et les 2 eject holes. Ça en fait quand même pas mal. 6 assemblages, 7 si on compte un diverter ici, si je me trompe pas. Attends une minute, à quoi qui sert lui? Il est dans le bout. Ah oui, ok, c'est le kick-out hold qui s'en va là. Et ça, c'est le vertical up kicker. Et puis lui, c'est la drop target. Ah ok, c'est ça. Bon. Quand même, hein? Pas traîné, pas traîné. J'aimerais vraiment ça finir ça aujourd'hui. Alors, let it go. D'emblée, sur la première plaquette de lumière que je décroche ce matin, je peux voir entre autres des énormes pits sur les contacts ici. Comme je vous en glissais un mot hier, alors chacun de ceux-ci vont être chauffés un petit peu au fer à souder pour un contact accru. Et les petits pads ici ont tous été nettoyés. Il y avait une accumulation assez importante d'oxydation. Cette machine-là n'a vraiment pas super et très bien entreposée. Là. Il y a des accumulations d'humidité un peu partout à des endroits. Je fais comme, oui, lolo. Puis, évidemment, chaque LED, je les teste juste pour être sûr, pour pas avoir de mauvaises surprises en me disant hey, pourquoi elle marche pas? Alors, ce que je fais, c'est que je prends une batterie 9 volts qui est quand même assez usée. Celle-ci est peut-être rendue à genre 7 volts. Et puis, je l'applique sur la LED et ça me permet de tester tout de suite, genre, ah ouais, elle marche. Pour ce faire, je déplie un petit peu une des papates ici et je la remets en place. Et ça oblige à refaire une vérification justement des pattes parce que ça arrive très souvent que ces LED-là qui sont conçus en usine. Regardez, celle-là, je n'y ai pas touché. Elle est faite de même. Alors, il faut prendre le temps de bien réviser chacune des pattes de vos LED. Pas les installer à l'aveuglette parce que ça arrive très fréquemment que le contact se fait mal à cause des pattes qui sont trop écartées ou pas assez bien pliées, etc. Ma lentille était super sale, alors je m'excuse pour le beau fini vaseux qu'il y avait dans les derniers tournages. Alors ça avance petit à petit pour l'illumination, ça c'est fait, on nettoie toujours très bien les inserts. Moi ce que j'utilise c'est des petits Q-tips avec du nettoyant à vitre. C'est très important pour aller chercher le maximum de luminosité. Alors ça c'est révisé, ça c'est fait, ça c'est bon, ça roule, ça c'est épongé, ça c'est frotté. Mais là on arrive à un premier bloqueur de la journée, voyez-vous? Il s'amusait dans le temps, il explorait les trucs, dépendamment de l'espace qu'il y avait dans les playfields, soit il allait utiliser des PCB avec des sockets montés sur PCB, ou encore les bonnes vieilles baïonnettes qui remontent à jadis au-delà de naguère. Sauf que quand vienne le temps de faire des cap kits, ok, les gars de Cointaker, Pinball Life et tout, ils n'ont peut-être pas nécessairement toujours un exemple de chaque machine, et surtout des machines produites avec des milliers d'exemplaires comme celui-là. Il y a des variantes dans la production de la machine, ce qui veut dire que si ici ils ont utilisé des baïonnettes dans ce modèle de production-là, c'est pas dit que ça reste encore des baïonnettes rendues vers la fin de la prod. Vers la fin de la prod, je pense qu'ils ont utilisé des lumières montées sur PCB. Alors, ce que j'ai en ce moment devant moi, c'est un kit qui est fait et qui, en prenant pour acquis que toutes les sockets sont faites à clip.
Alors là, je dois être capable de mettre une orange et une verte, et je n'ai ni la orange ni la verte dans le kit en format baïonnette. Ça, c'est le format baïonnette, c'est-à-dire qu'on pousse et qu'on tourne un petit peu. J'ai une orange format baïonnette en stock avec moi, alors ça va bien, mais je n'ai pas la verte. Alors, on va explorer. Et j'ai pris en fin de compte une petite lumière LED blanche ici que j'ai déjà. Puis, je vais voir pour faire une transplantation, c'est-à-dire sortir la LED verte de son socket en clip et la mettre dans la baïonnette. C'est moins compliqué que ça peut en paraître. Alors, pour être capable d'enlever la LED du socket, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser cette paire de pinces-là. Et je grogne, je munch, je découpe le petit rebord sur lequel le disque de la Surface Mount Diode est monté. On fait très attention, voyez-vous, j'ai juste fait des micro-coches dessus, ce qui n'affecte en rien le fonctionnement de la LED. Et on voit que cette LED-là est déjà montée sur un petit PCB avec la diode et puis les résistances et ainsi de suite. Pour accéder au petit capuchon du 44, ce qu'on fait, c'est qu'on les twiste on twiste les deux parties, comme si on voulait ouvrir en fin de compte une espèce de rouleau de croissant Pillsbury. Je dis pas de le cogner sur le comptoir quand même. Mais on les twist, puis on enlève tout ce qui reste dedans de l'ancienne LED. Et ça inclut donc justement l'ancienne diode. Et pour être capable d'enlever la résistance, il faut en fait chauffer l'extrémité. Car voyez-vous, le bout ici, c'est simplement une petite boule d'étain qui retient le filament. Alors, je l'ai chauffé, j'ai aspiré le résidu d'étain. Et maintenant, j'ai une petite coquille prête à recevoir la LED. Et pour ce faire, c'est un peu tricky, cette patte-là doit être soudée sur la coquille ici, et le petit filament, lui, va aller jusqu'au fond et créer, en fin de compte, voyez-vous, ça va ressortir par ici, là, de même. Pas pire, hein? Je m'en sors à une main. Là, c'est sûr qu'il va falloir que j'isole les filaments, mais tu sais, si on fait un petit test de même, là, pour le fun, là, et voilà! On a une LED verte montée sur baïonnette. Alors, je vais isoler, souder et installer. Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même mis un petit tape électrique vert pour sceller le tout et pour bien identifier que c'est la couleur vert. Alors, si on fait un petit test, bingo! We got a green bayonet. Yep! Je suis bien content. Alors, c'est un truc que je suis très content de partager parce que ça peut être décourageant des fois quand on achète un kit de LED à 250-300$ des fois, là. Si on pense au taux de change, au shipping et des fois du dédouanage avant que ça nous arrive, puis whoop, on est mal pris. C'est sûr que ça implique d'avoir un peu de LED en stock, mais en sachant certains petits trucs, on s'en sort toujours. Milieu de la journée, c'est quand même un bon ride. J'ai terminé de tout installer, toutes les LED. Il y a au-dessus de 60 inserts, hein? Plus le GI qui ramène le tout à pas loin de 75 lumières à mettre, plus les flashers. Ben oui. Ah là là, ça fait que chacun a été nettoyé et astiqué avec mon petit bâton abrasif et ça fait du bien parce qu'il y avait beaucoup de corrosion à plusieurs endroits. Non seulement ça a été fait, mais aussi toutes les switches ont été réinstallées et nettoyées. Et puis, je suis rendu à faire les targets. Ouais. Question de régler ça une bonne fois pour toutes. Allons-y. Alors, une. Il manque le sticker. C'est mieux. 2, 3, 4 et 5. Et maintenant les targets. Allez, au panier! Et bien voilà, ce qui m'amène donc à vous parler des deux sockets ici qui sont vides. Car en effet, ces deux sockets-là ne sont mentionnés à aucun endroit dans le formulaire, le manuel fourni avec le kit de LED. Et c'est tout ce qui semble se rapporter à être des flashers, mais il n'y a rien qui me le confirme. Mais bon, le fil rouge ici est un très bon signe. Dans le kit, j'ai juste une seule flash lamp restante. Alors, encore une fois, tout porte à croire que c'est là, mais bon, il y a, semble-t-il, une erreur parce qu'il aurait fallu qu'il y en ait deux. Je vais mettre celle-là, puis je vais fouiller dans mes trucs et sûrement que je vais en trouver une autre. Mais encore, c'est plate parce que les kits de LED, c'est rarement parfait. Rarement. Ça m'est jamais arrivé de faire un kit de LED. Ah, puis de la chenoute avec rien qu'une main, je suis pas capable. Ça m'est jamais arrivé de faire un kit de LED acheté puis de pouvoir le mettre à la grandeur du playfield, puis whoop, il n'y a pas eu de problème. Non, ça arrive jamais. Il en manque, soit c'est mal identifié, puis en tout cas.
C'est pour ça que moi, si je peux vous recommander quelque chose, vous voulez un kit de LED, allez sur Comet Pinball. C'est les moins chers. Faites votre kit vous-même. Prenez le temps de regarder exactement combien il y a d'ampoules, à quel endroit, de quelle grosseur et de quel style de clip aussi. Et vous allez vous rendre compte que vous allez sauver presque la moitié. C'est sérieux, là. Si tu te fais un kit toi-même, là, comme j'ai fait pour la Doctor Who, je pense que ça a coûté 150$ en tout. Pour des deux SMD, là, Frosted, là. Puis c'était extraordinaire, puis j'étais sûr que tout était là. Voilà. Alors, on continue. Et prochaine étape, le VOC, ben pas le VOC, le Eject Hole qui est ici. Que c'est propre, que c'est beau. C'était évidemment tout sale et huilé. Et je vais me permettre une petite finesse dans ces cas-ci. Je le fais à l'occasion. Si vous avez vraiment besoin de mettre de la graisse à quelque part, lubrifiant à silicone. Sinon, je sais que le Jigaloo Nano aussi peut être très bon. Très petite dose et c'est tout ce qu'il y aura à faire. Vraiment. C'est vraiment là, c'est important pour vous de mettre de la graisse à quelque part. C'est la seule et unique que je recommande. Le reste, get out. Maintenant installé, le mécanisme est en parfait état de marche. Plus aucune friction à l'activation. On peut maintenant dire que toute cette section-là est terminée. Ainsi que ça, alors, je suis rendu aux 3 targets ici et d'un peu dans mon excitation, je me dis, je vais les installer tout de suite pour me rendre compte qu'au moment où je devais les visser dans le playfield, que ce n'est pas le bon format de target. Vous voyez le petit tab ici? Il y a des formats de target avec le tab à l'avant ou à l'arrière. Celui-là, c'est avec le tab à l'arrière, ce qui est quand même assez commun. C'est le cas de ces 3-là et de ces 5 ici. Sauf que dans ce cas-ci, les tabs à l'arrière ne fonctionnent pas parce que j'ai des posts qui s'en vont s'enfoncer ici et j'ai des sockets de lumière. Alors, j'ai beau vouloir m'obstiner à vouloir les fitter, ça ne rentrera pas. Alors, je dois me résigner à conserver les anciennes targets qui, elles, ont le tab à l'avant. Mais ils sont en très bonne shape. Une fois nettoyés, l'illusion est parfaite. Et bien sûr, avec leurs autocollants, c'est encore mieux. On peut maintenant reslider ça dans le trou. Maintenant, je m'attaque à 2 des plus gros modules et je me garde les pop bumpers pour la fin. Alors, ces modules-là, on a respectivement le Vertical Up Kicker et le système de Drop Target qui déjà est prometteur parce que le plastique du tab du coil est cassé. Alors, je suis en train d'empirer ça. Voyez-vous, le fil est carrément lâché. Mais ça ne me stresse pas du tout. Faites-moi confiance. Je vais ramener ça. Mais je voulais quand même montrer à quel point c'est incroyable comment... C'est tellement jammé, là. C'est fou, là. Ça... Je tiens à le montrer, là, avant de le réinstaller. Ça n'a aucune... ça y est. OK. Lui, il n'est pas si pire. Mais bref, c'est quand même un beau petit défi à démonter. L'armature du Vertical Up Kicker maintenant propre. C'est l'heure de la réinstaller. L'espace de moment, ça m'a pris un petit bout avant de me comprendre comment on faisait pour enlever ça, parce qu'il faut comprendre que le coil ici, c'est qu'il y a une petite rod de métal qui vient barrer, en fin de compte, le poussoir dans la rod. Alors, il faut extraire la petite rod de façon à être capable d'enlever ça et de le retirer du coil, pour ceux qui le demandaient. Ça s'est somme toute très bien passé pour le Vertical Up Kicker. Ce qui a grandement aidé, c'est le fait qu'il n'était pas graissé comme tous les autres. Je crois que la personne qui avait la canette en main au moment de tout graisser n'était pas capable de se rendre jusque-là. Ou vu que c'était camouflé derrière le reste, il n'y avait pas accès. Pour le système de drop target, ça va être un peu plus charnu. Je dois d'abord démonter la switch ici, le coil qui est là et le coil qui est ici, de façon à être capable de retirer le système au complet. Et oui, je vais réparer ça. Le trou laissé par le retrait de l'assemblage du drop target laisse place à un coil bien sale, bien graissé, à une switch que je vais refaire toutes les soudures. Et on se rappelle que j'avais dû ajuster pour régler le problème de drop target, mais je risque de... en fait, la lamelle ici a besoin d'être complètement révisée. Et puis après ça, le fameux coil ici qui va être réparé. Mais avant de m'attaquer à ça, ici j'ai de l'artillerie quand même assez lourde. Les systèmes de drop target sont souvent les plus complexes sur les pinballs et celui-là n'y fait pas exception. Alors, beaucoup de photos. On nettoie. Puis, ça, c'est... C'est-tu legit, ces vis-là? I doubt it. Le système de drop target est complètement démonté et nettoyé.
À part le drop target original, on va s'en discarter parce que j'en ai 9 et même elle, je suis désolé Pépette, mais on va retirer la petite étiquette parce qu'on en a une nouvelle avec un fini métallisé à mettre à la place. Mais avant tout ça, je vais m'attaquer à tout ce qui est coil et switch, et en commençant par le plus abîmé des trois. Alors, bon, je vais enlever le petit étain ici, je vais recoller ça, je vais me dérouler un petit peu le fil ici. Je prends le fil qui est là, je le déroule une petite affaire par en dessous, je viens le ressouder ici, une fois que j'aurai bien... Ce que j'aurais aimé faire, c'est du plastic soldering. Ça prend une Dremel avec une petite tige de plastique qui peut être utilisée pour faire entre autres de l'impression 3D. Avec la chaleur et la pression du plastique, ça vient à fondre et à faire merger les deux pièces ensemble. Mais je ne suis pas équipé pour faire ça pour l'instant. On va trouver une autre méthode. Check it in. Ça s'est super bien passé. Ce que j'ai fait, en fait, c'est un peu comme je disais tantôt, au lieu d'utiliser le petit Dremel puis la petite technique de plastic soldering, si ça vous intrigue, faites un petit googling de ça, vous allez triper. Mais avec un fer à souder, c'est possible. C'est pas très très propre, mais ça marche bien. J'ai chauffé à la grandeur. C'est pas facile, hein? C'est vraiment pas évident parce que aussitôt que ça refroidit, ça jamme, puis c'est pas facile de faire en sorte que le joint soit égal en même temps. Bref, c'est extrêmement solide. J'ai absolument aucun stress à long terme que ça va tenir pendant très longtemps. Et puis, le petit fil que je pensais être capable de sortir puis de tourner par en dessous, je me rends compte qu'il va jusqu'au centre du coil. Alors, le micro-bout qui sortait, je l'ai gratté parce que ce fil-là, il y a une gaine protectrice. Le rouge que vous voyez, c'est une gaine protectrice. Hein? Alors, il faut la gratter si on veut être à même de pouvoir souder un autre petit bout de fil. Alors, j'ai dessoudé le bout qui était ici. Je l'ai rapproché un peu ici. Ça m'a permis de faire la soudure et puis le contact ici est très bon. Ce qui me met donc en position de tout remonter. Regardez-moi la Target avec son nouveau sticker. Sont vraiment badass, les stickers métalliques. Puis sont fit pile poil à la perfection. C'est impressionnant. Alors, qu'est-ce que ça dit une fois assemblé? Ça va ressembler à pas mal ça. Et puis, le petit mécanisme ici sert à activer la drop target. C'est juste un petit poussoir, voyez-vous, qui va dans la petite fente qui est là et qui pousse la target pour qu'elle tombe. Voyons voir. C'est pas facile avec une main. Ce kit de drop target là, il est placé juste avant le vertical up kicker qui amène dans la rampe, qui lui l'amène dans le gun de la machine. Et puis, ça implique que si le joueur veut envoyer donc sa balle dans le gun, il doit d'abord faire tomber la drop target. Mais il existe une feature dans la game que si vous l'activez, la drop target va descendre par elle-même grâce à ce petit coil ici, ce petit activateur. Et c'est pourquoi il y a une double action finalement sur cet assemblage-là, parce que normalement, il y aurait juste cette partie-là qui serait nécessaire. Et puis, j'ai ajusté la switch en arrière. J'en avais pas de spare, mais je l'ai arrangée pour qu'elle soit extrêmement bien calibrée. Alors maintenant, elle s'active exactement au bon moment. On se rappelle dans les premiers vlogs que c'est ce qui causait le problème au démarrage. On entendait l'activation du coil à répétition parce que la switch était activée sur le déplacement de la languette de métal ici et non sur le bouton poussoir ici, là, la petite protubérance en plastique, c'est ça qui est supposé activer la switch et non la petite languette de métal. Alors, on est prêt à remettre ça dans le playfield. Non seulement tout est réassemblé, mais tout est soudé aussi aux bons endroits. J'avais pris des photos avant, aucune place à l'erreur, et je vais me garder les pop bumpers et le dernier kicker pour demain, parce que là, on est en fin de soirée et je suis pas mal fatigué. J'étais optimiste en pensant que je finirais tout ce soir. Mais c'est en moi d'être optimiste et je ne changerai pas. Merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt. À demain. OK, bye, salut!